た少女はお茶会に遅れないよう。もう何日も眠ることができない。いや、寝れないでいる。寝たらダメだ。寝たら死ぬ。L'armée rouge japonaise, Japanese Red Army, ou JRA comme je l'appellerai dans cette vidéo, était un groupe radical, terroriste et extrémiste qui a marqué l'histoire du Japon et du monde entier par ses actions violentes. Fondée en 1971, la JRA s'inscrivait dans un contexte de radicalisation politique globale et surtout étudiante des années 60 et 70, influencée par les mouvements de libération nationale, la guerre froide et les idéologies marxistes-léninistes. Laissez-moi vous en présenter une vue d'ensemble à travers son histoire, ses actions marquantes et ses membres clés. Les racines de la JRA plongent dans le Japon des années 60, une période marquée par les mouvements étudiants et les protestations contre le traité de sécurité américano-japonais, la ANPO, mais aussi la guerre du Vietnam. Des étudiants japonais, influencés par les idéologies communistes et socialistes, manifestèrent alors contre l'impérialisme américain et les politiques conservatrices de leur gouvernement, souvent sous l'influence d'étudiants étrangers d'Allemagne, de France et d'Italie principalement. Le groupe, qui allait devenir l'armée rouge japonaise, a commencé comme une faction du mouvement étudiant communiste japonais, structuré par le parti du même nom et à nouveau autorisé depuis 1945. Shigenobu Fusako, une étudiante militante radicalisée dont nous parlerons plus en détail plus tard, a joué un rôle crucial dans la formation de la JRA. Après avoir quitté le Japon pour le Moyen-Orient en 1971, Shigenobu a collaboré avec le Front populaire de libération de la Palestine, le FPLP, dont nous parlerons beaucoup dans cette vidéo aussi, trouvant des alliés idéologiques construits autour de la haine des USA, de l'autonomie des peuples autochtones, des mouvements islamistes naissants, ainsi que d'un antisionisme de façade mu par un véritable antisémitisme, mais aussi une base opérationnelle pour son groupe au Liban et en Palestine. Au niveau international, la JRA est surtout connue pour ses actions terroristes à travers le monde, souvent menées en collaboration avec d'autres groupes extrémistes, notamment le FPLP. Voici quelques-unes des actions les plus notoires et les plus violentes du groupe que nous détaillerons ultérieurement. L'une des attaques les plus infâmes de la JRA a eu lieu le 30 mai 1972 lorsqu'un commando de 3 membres de cette unité dirigée par Okamoto Kozo a attaqué l'aéroport de Lod, aujourd'hui l'aéroport Ben Gurion en Israël. L'attaque a fait 26 morts et 80 blessés. Cette action a été menée en coopération avec le FPLP et a attiré l'attention internationale sur la JRA, ce qui était le but premier de ce massacre. Le 13 septembre 1974, 3 membres de la JRA ont pris en otage 11 personnes à l'ambassade de France à La Haye, aux Pays-Bas. Ils ont exigé la libération d'un membre meurtrier de leur groupe emprisonné en France, et après plusieurs jours de négociations, les otages ont été libérés contre une rançon et un avion pour les preneurs d'otages. Le 28 septembre 1977, 5 membres de la JRA ont détourné un vol de la Japan Airlines reliant Paris à Tokyo. Les pirates de l'air ont forcé l'avion à atterrir à Dhaka, au Bangladesh, et ont pris plus de 150 personnes en otage. Ils ont exigé la libération de 9 prisonniers politiques, dont certains membres de la JRA, ainsi qu'une rançon. Après des négociations, leurs demandes ont été partiellement satisfaites. Le 4 août 1975, 5 membres de la JRA ont attaqué l'ambassade des États-Unis à Kuala Lumpur en Malaisie, prenant plus de 50 personnes en otage. Ils ont exigé la libération de membres emprisonnés en Malaisie et au Japon.
Après 4 jours de négociations, leurs demandes ont été partiellement satisfaites et ils ont été autorisés à partir pour la Libye. « 4月28日は17年前にサンフランシスコ講和条約が結ばれ、アメリカによる沖縄の統治が始まったことから沖縄デーと呼ばれていた。 Plusieurs membres clés ont marqué l'histoire de la JRA par leur engagement, leur personnalité et leurs actions. Shigenobu Sako est née le 28 septembre 1945 à Tokyo. Elle grandit dans une période de reconstruction post-Seconde Guerre mondiale marquée par une forte influence américaine et une transformation rapide de la société japonaise, calquée sur celle de l'occupant. Son père était un ancien militaire devenu enseignant et acquis à la cause socialiste, et sa mère était une femme au foyer dépressive. Dès son jeune âge, Shigenobu se distinguera par son intelligence hors norme, sa capacité à entraîner ses camarades avec elle et son esprit critique, influencé par l'engagement politique de son père. Elle étudiera à l'université de Meiji où elle sera plongée dans l'agitation politique des années 60. Les mouvements étudiants japonais étaient alors en pleine effervescence, protestant contre le fameux traité de sécurité américano-japonais et la guerre du Vietnam, prônant un début de panasiatisme, une espèce de socialisme ethnique asiatique en lutte contre les capitalistes occidentaux. Shigenobu rejoindra le mouvement étudiant et commencera à s'intéresser aux idéologies marxistes-léninistes révolutionnaires. En 1969, Shigenobu quittera le Japon pour le Moyen-Orient, une décision qui marquera un tournant décisif dans sa vie. Elle s'installera au Liban, y tombera amoureuse d'un terroriste palestinien recherché dont elle aura une fille et commencera à collaborer avec le Front populaire de libération de la Palestine, un groupe armé palestinien. Inspiré par leur lutte pour l'indépendance et leur approche radicale, Shigenobu verra en eux des alliés idéologiques et opérationnels pour les actions futures de son groupe naissant. En 1971, elle fondera officiellement l'Armée rouge japonaise, une organisation ouvertement révolutionnaire marxiste-léniniste et dont l'objectif était de renverser le gouvernement japonais et de provoquer une révolution communiste mondiale qui rejoindrait le bloc soviétique, mais aussi de passer par les armes la famille impériale et tous les industriels, politiques et négociants du pays. La JRA se distinguera vite par son recours à des actions terroristes spectaculaires pour attirer l'attention internationale sur ses causes. Sous la direction de Shigenobu, la JRA mènera plusieurs opérations terroristes notoires à travers le monde et des attaques coup de poing violentes sur le territoire japonais, parmi lesquelles des purges parmi les membres de la branche communiste étudiante jugée trop molle. Pendant près de 30 ans, Shigenobu vivra en exil au Liban, se cachant sous diverses identités et continuant à diriger la JRA dans l'ombre. Durant cette période, elle tissera des liens avec d'autres groupes militants communistes, islamistes et autonomistes et continuera de planifier des opérations terroristes. Cependant, les années 1980 et 90 verront un déclin de l'influence de la JRA sur le spectre politique japonais radical. La chute du bloc soviétique, les changements géopolitiques et les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme affaibliront considérablement le groupe. De nombreux membres seront arrêtés ou se disperseront. En 2000, Shigenobu Sako sera finalement arrêté à Osaka, marquant la fin d'une longue période de cavale. En 2001, depuis sa cellule, elle annoncera la dissolution officielle de l'armée rouge japonaise, admettant que l'objectif de la révolution mondiale n'avait pas été atteint et que de nouvelles stratégies de lutte devaient être envisagées. Elle sera jugée au Japon pour son rôle dans les activités terroristes de la JRA. En 2006, elle sera condamnée à 20 ans de prison pour son implication dans les prises d'otages et d'autres actes violents. Pendant son procès, Shigenobu exprimera des regrets pour les violences commises, admettant avoir été parfois influencée par son entourage, tout en restant fidèle à ses convictions idéologiques. Aujourd'hui, après sa sortie de prison en 2017 pour raison de santé,
Elle met les jeunes générations en garde contre la radicalité qui brise des vies et ne change rien au monde si ce n'est lui apporter plus de malheur. Sa fille, Mei, journaliste et très engagée à gauche, travaille pour le canal télé japonais des Émirats Arabes Unis, a été plusieurs fois épinglée pour des propos antipatriotiques condamnables et des prises de position antisémites radicales. Okamoto Kozo est né le 7 décembre 1947 à Kumamoto. Issu d'une famille de la classe moyenne supérieure, parents professeurs et directeurs de lycée, il grandira dans une ambiance de stimulation intellectuelle et philosophique très inspirée des idéaux marxistes du couple Okamoto qui élevèrent leurs 2 fils dans la haine du Japon, du capitalisme et des envahisseurs américains. Kozo se distinguera rapidement par son intelligence et son esprit rebelle, traits qui le mèneront vers le radicalisme politique encouragé dans ses choix par ses parents. Étudiante à l'université de Hokkaido, Okamoto s'impliquera vite dans les mouvements étudiants radicaux des années 60, influencés par les courants marxistes-léninistes puis maoïstes et la contestation globale contre l'impérialisme américain et les injustices sociales. Le climat de protestation contre le traité de sécurité américano-japonais, le fameux ANPO, et la guerre du Vietnam pousseront Okamoto à s'engager activement dans la lutte révolutionnaire. En 1969, il rejoindra l'armée rouge japonaise et en deviendra vite un membre actif, influent et très violent, d'abord dans les propos puis dans les actes. En 1971, Okamoto quittera le Japon pour le Liban où il se formera aux techniques de guérilla et de terrorisme auprès du Front populaire de libération de la Palestine, dans des camps qui voyaient se croiser les apprentis terroristes du monde entier. Cette alliance avec le FPLP marquera le début de sa carrière de militant international. L'acte le plus notoire de Okamoto surviendra le 30 mai 1972. Avec 2 autres membres de la JRA, Okudaira Tsukiyoshi et Yasuda Yasuiki, Okamoto participera à l'attaque suicide contre l'aéroport de Lod en Israël. Déguisés en touristes japonais, les 3 militants débarquèrent d'un vol Air France en provenance de Rome, armés de fusils automatiques et de grenades dissimulées dans leurs bagages. L'attaque sera brutale et rapide. Les 3 hommes ouvriront le feu dans le hall des arrivées, tuant 26 personnes et en blessant 80 autres. Okudaira et Yasuda seront tués lors de l'attaque, tandis qu'Okamoto sera capturé après avoir été blessé. L'opération fut menée en coopération avec le FPLP et visait à attirer l'attention mondiale sur la cause palestinienne et les objectifs révolutionnaires de la JRA. Okamoto sera jugé par un tribunal israélien et condamné à la prison à vie en 1972. Pendant son procès, il ne montrera aucun remords pour ses actions, affirmant qu'elles étaient justifiées par la lutte contre l'impérialisme et l'oppression. Il regrettera que les victimes de cet attentat fussent des pèlerins chrétiens occidentaux et pas des juifs, et restera arrogant même après la sentence. Il deviendra rapidement une figure emblématique du terrorisme international et son visage et son nom seront associés à l'extrémisme de gauche des années 70 et souvent représentés sur la propagande des groupuscules communistes japonais et certains t-shirts de groupes de hardcore très à gauche. En 1985, après 13 ans d'incarcération, Okamoto sera libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers entre Israël et plusieurs groupes militants. Cet échange inclura la libération de plus de 1000 prisonniers palestiniens en échange de 3 soldats israéliens capturés par le FPLP. Après sa libération, Okamoto retournera au Liban où il continuera de s'associer avec des groupes violents bien que sa participation active aux opérations terroristes semblera diminuer avec le temps. Au Liban toujours, Okamoto, recherché par Interpol, vivra sous la protection de diverses factions militantes, notamment encore et toujours le FPLP. En 1997, il sera arrêté par les autorités libanaises avec 4 autres membres de la JRA pour des activités illégales, y compris la falsification de passeports et l'entraînement aux actions terroristes de jeunes militants. Cependant, en raison de son statut de réfugié et de son engagement pour la cause palestinienne et islamiste, Okamoto sera finalement libéré en 2000 et recevra l'asile politique au Liban.
Il y deviendra une figure marginale vivant discrètement dans des petites communautés proches des mouvements terroristes islamistes et restant fidèle à ses convictions révolutionnaires et anti-occidentales. Il maintiendra des liens avec d'anciens camarades et des groupes militants, mais son influence sur les opérations terroristes mondiales diminuera petit à petit. Okamoto restera une figure de l'histoire du terrorisme international admirée par Ben Laden lui-même. Son implication dans l'attaque de l'aéroport de Lod en fait encore aujourd'hui l'un des militants japonais les plus connus et les plus redoutés de son époque. L'attaque elle-même est souvent citée comme un exemple de la brutalité des groupes terroristes des années 70 et de l'impact durable de leurs actions sur la sécurité mondiale. Sa dernière apparition publique, en 2022, sera justement près de Beyrouth où il vit toujours pour célébrer les 50 ans de l'attaque de l'aéroport. Pour certains militants, de nos jours encore, Okamoto est un martyr de la lutte révolutionnaire, un homme prêt à sacrifier sa vie pour ses convictions politiques. Pour d'autres, la majorité, il est un criminel impitoyable, responsable de la mort de dizaines d'innocents. Hirosaki Itsutomu est né le 13 janvier 1948 dans une famille aisée et aristocratique de Tokyo et sera élevé dans le luxe et l'abondance. Enfant rebelle, il se fera renvoyer de plusieurs écoles privées et fera la connaissance de jeunes militants socialistes dans les clubs de jazz du Tokyo de la nuit. Entré en sociologie à l'université de Tokyo grâce à l'influence de son père, il rejoindra les groupes révolutionnaires marxistes et prendra part aux émeutes étudiantes, y apprenant l'action violente avec ses futurs amis de l'armée rouge japonaise. Recherché pour actes terroristes sur le territoire nippon, il trouvera refuge en Palestine puis au Liban où il s'entraînera avec Okamoto et Shigenobu, participant à des attaques terroristes ciblées anti-israéliennes et anti-américaines. Son acte le plus tristement notoire se déroulera le 14 mai 1986. Ce jour-là, il participera à une attaque contre l'ambassade des États-Unis à Jakarta, en Indonésie. L'opération consistait à tirer des roquettes sur le bâtiment de l'ambassade depuis un hôtel voisin, espérant faire le plus de victimes possible. Bien que l'attaque n'en fût aucune, elle causera des dommages matériels importants et symbolisera la capacité de la JRA à frapper des cibles américaines à l'étranger partout et tout le temps. Après des années de cavale, Hirosaki sera finalement arrêté au Népal en 1996. Cette arrestation fut le résultat de la coopération internationale et de la surveillance accrue des mouvements terroristes post-guerre froide, organisés notamment autour du Mossad. À cette époque, de nombreux membres de la JRA étaient déjà en fuite ou incarcérés et l'arrestation de Hirosaki marquera un coup dur pour le groupe. En 1997, Hirosaki sera extradé vers les États-Unis où il sera jugé pour son rôle dans l'attaque de l'ambassade américaine de Jakarta. Il y sera reconnu coupable de tentative de meurtre et de destruction de biens au moyen d'explosifs. En 1998, il sera condamné à 30 ans de prison par un tribunal fédéral américain. Pendant son incarcération, Hirosaki restera une figure discrète, il purgera sa peine dans une prison fédérale et peu d'informations seront disponibles sur ses activités ou ses pensées durant cette période. Il deviendra un symbole de la lutte contre le terrorisme international et des efforts déployés par les autorités pour traduire en justice les auteurs de tels actes. En janvier 2015, Hirosaki sera libéré de prison après avoir purgé 20 ans de sa peine et immédiatement expulsé vers le Japon où il sera pris en charge par les autorités qui l'incarcéreront immédiatement pour des faits imprescriptibles commis au Japon. Il mourra en détention le 22 juillet 2024 à l'âge de 76 ans. Takeshi Okudaira est né le 1er février 1944 dans une famille de la bourgeoisie industrielle tokyoïte. On sait peu de choses sur son enfance et son adolescence jusqu'à son entrée à l'université où il passera d'un syndicat étudiant nationaliste radical à un groupe marxiste révolutionnaire dans lequel militait sa petite amie. Il fera ses armes de militant en manifestant contre le traité de sécurité américano-japonais, encore une fois la NPO et la guerre du Vietnam brûlant ses premières barricades.
Ces événements et son amour pour une militante radicale influenceront profondément Okudaira, qui adoptera des positions marxistes-maoïstes extrêmes et deviendra un fervent opposant à l'impérialisme américain, en opposition à son papa, surtout libéral proche des groupes industriels présents au Japon. En 1969, Okudaira rejoindra les rangs de l'armée rouge japonaise et rencontrera Shigenobu Fusako. Sous son influence, il se rendra au Liban pour s'entraîner avec le FPLP et se préparer aux opérations militantes. Son engagement et sa détermination en feront rapidement un membre clé de la JRA. L'action la plus notoire de Okudaira sera sa participation à l'attaque suicide contre l'aéroport de Lod en Israël. Il sera tué lors de l'assaut, soit par l'explosion de ses propres grenades, soit par les tirs de la sécurité. Pour certains groupes de la partie la plus radicale de la gauche japonaise, Okudaira est perçu comme un martyr de la lutte révolutionnaire, prêt à sacrifier sa propre vie pour ses idéaux politiques et le romantisme de la lutte marxiste internationale. Son visage sera souvent utilisé dans des publications étudiantes et des affiches de concerts de punk rock jusque très récemment. L'armée rouge japonaise a progressivement perdu de son influence et de ses membres au fil des années 80 et 90 en grande partie en raison des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme, mais aussi des dissensions internes. Des purges au sein même du mouvement qui conduisirent même à des exécutions capitales sur le territoire japonais et à l'étranger divisèrent le groupe. La chute du bloc soviétique et le changement des dynamiques géopolitiques ont également contribué à l'affaiblissement de l'organisation. Shigenobu Fusako a officiellement dissous la JRA en 2001 depuis sa prison au Japon, déclarant que les objectifs du groupe n'avaient pas été atteints et qu'il était temps de passer à autre chose. La plupart des membres restants ont été arrêtés ou se sont dispersés. L'héritage politique de la JRA est quasi nul au Japon et le nom de l'organisation sonne comme celui de la secte Aum Shinrikyo, symbolisant la violence et le chaos. Mis à part quelques groupuscules ultra-radicaux et très surveillés au Japon, il ne suscite l'admiration que dans les pays où ils trouvèrent refuge, le Liban et la Palestine, mais aussi auprès de quelques groupes marxistes européens admirateurs des terroristes rouges des années de plomb. Leurs méfaits auront tout de même servi à renforcer l'arsenal japonais antiterroriste et la coopération internationale autour du Mossad notamment, malheureusement trop vite aguerrie à ce genre de lutte. Les décès récents de quelques membres notoires de la JRA ont de nouveau braqué les projecteurs de l'actualité sur une histoire sanglante et douloureuse, celle des années rouges que connut le Japon des années 60 et 70, mais aussi du début du terrorisme international qui, lui, continue de tuer à travers le monde, trouvant aussi ses racines sanglantes sur les bancs des universités japonaises. Pour comprendre les événements qui ont conduit à ces violences internes, il est essentiel de replacer la Japanese Red Army dans son contexte. Fondée en 1971 par Shigenobu Fusako, la Japanese Red Army est issue du militantisme étudiant japonais, un mouvement en pleine ébullition dans les années 60 et 70. Inspirée par les mouvements révolutionnaires du monde entier, la JRA avait pour objectif de provoquer une révolution mondiale en renversant les gouvernements capitalistes et en soutenant les luttes armées à travers le globe pour y établir des républiques socialistes et se rattacher à l'Union soviétique. La JRA est rapidement devenue l'une des organisations terroristes les plus redoutées de l'époque, avec des actions d'éclat telles que le détournement d'avions, des prises d'otages et des attaques contre des ambassades. Cependant, derrière cette façade de lutte armée pour la révolution et le bien commun, se cachait une réalité bien plus terre-à-terre et mue par des contingences bassement humaines comme dans tous les groupes constitués. La radicalisation au sein de la JRA a atteint un point de non-retour au début des années 70 lorsque le groupe a décidé, en plus des actions violentes à travers le monde, de s'allier avec un groupe récent et unitaire, la United Red Army, et de se replier dans les montagnes japonaises pour s'entraîner militairement et se préparer à la guerre.
Ils s'installèrent dans des camps retranchés, anciennes fermes ou villages de tentes, et coupèrent toute communication avec l'extérieur, se cantonnant à la lecture des écrits révolutionnaires pendant des classes de propagande et à de l'entraînement au tir, à la confection de bombes et aux combats rapprochés. C'est dans ce contexte d'isolement et de paranoïa que les premières tensions internes ont commencé à émerger. Tandis que la pression externe augmentait, les leaders du groupe, notamment Mori Tsuneo et Nagata Hiroko, ont commencé à soupçonner certains membres de ne pas être suffisamment dévoués à la cause. La radicalité idéologique a mené à une obsession malsaine de la pureté révolutionnaire. Ceux qui étaient perçus comme faibles, lâches ou déviants étaient sévèrement punis. Cela a donné naissance à une série de purges internes d'une violence inouïe. Mais avant de rentrer dans les détails de ces exactions, un point sur cette organisation, la United Red Army. La United Red Army, ou URA, comme je l'appellerai dans cette vidéo, est un groupe révolutionnaire d'extrême gauche formé en 1971 au Japon, né de la fusion entre deux factions radicales, la Red Army Faction et Keihin Anarchist Faction. Ce mouvement est le produit type d'une époque marquée par une effervescence politique mondiale où les idéologies marxistes-léninistes et maoïstes gagnaient en influence parmi les militants de gauche, particulièrement dans le contexte des luttes anti-impérialistes et anticapitalistes des années 60 et 70 orchestrées par l'URSS. Le fondement idéologique de la URA reposait sur un engagement radical envers la révolution communiste de 1917. Le groupe adhérait à une vision marxiste-léniniste stricte combinée à une influence maoïste qui prenait l'inévitabilité d'une révolution violente pour renverser l'ordre capitaliste au Japon. Les militants de l'URA croyaient fermement que seule une lutte armée menée par une avant-garde révolutionnaire pouvait éveiller les masses et initier un processus révolutionnaire global en s'alliant avec d'autres mouvements révolutionnaires à travers le monde. En 1971, la fusion entre la Red Army Faction, qui avait déjà acquis une certaine notoriété pour ses actions violentes contre des cibles gouvernementales et militaires, et la Keihin Anarchist Faction, plus théoriquement ancrée, a donné naissance à la United Red Army. Sous la direction de Mori Tsuneo et Nagata Hiroko, l'URA s'est organisée autour de l'idée d'une révolution imminente nécessitant une préparation militaire et idéologique rigoureuse. Le groupe s'est rapidement isolé dans les montagnes pour se préparer à la lutte armée, établissant des camps d'entraînement où les membres subissaient une formation militaire et idéologique intense. Cependant, cet isolement a aussi favorisé une radicalisation croissante, une paranoïa interne et des luttes de pouvoir où la pureté idéologique absolue était devenue une obsession. Les leaders, notamment Mori et Nagata, imposèrent vite des séances d'autocritique et des punitions sévères pour maintenir une discipline de fer au sein du groupe. Cette quête de pureté révolutionnaire a vite dégénéré en violences internes. Les dirigeants, craignant la déviation idéologique vers un socialisme mou et la trahison, ont commencé à purger les membres qu'ils jugeaient insuffisamment engagés. En 1972, lors de sessions de critique et autocritique dans les montagnes de Gunma, 12 membres de l'URA ont été exécutés par leurs propres camarades sous l'accusation de faiblesse ou de manque de loyauté à la cause. En 1972, dans un camp d'entraînement isolé situé dans les montagnes de Gunma, la URA, dirigée par Mori et Nagata, mais qui comprenait aussi pas mal de membres de la JRA, a entrepris une campagne de purge brutale. Les membres du groupe étaient soumis à des interrogatoires violents, des tortures physiques et psychologiques que les dirigeants avaient appris en Chine et au Vietnam, et des autocritiques forcées, un concept importé du maoïsme où les membres devaient confesser leurs soi-disant faiblesses et manquements à la cause révolutionnaire. Par exemple, une ancienne militante survivante témoignera de l'une de ces sessions type. Nagata posait une série de questions sur le marxisme théorique et attendait les réponses. Une erreur était sanctionnée par un coup de bâton sur le dos.
Ensuite venaient les questions sur le rapport à la propriété et la vision d'un monde communiste parfait. Si les réponses n'allaient pas dans le sens du dogme, la punition était une série de gifles et des coups de bâton sur la tête et de marteaux sur les mains. De façon aléatoire, Nagata ou l'un de ses lieutenants donnait un revolver à celui ou celle qui subissait l'interrogatoire et lui demandait de liquider un membre du camp jugé traître. S'il refusait, c'était la torture ou la mort. Sur une trentaine de membres, 12 ont été exécutés par leurs propres camarades car jugés traîtres à la cause. Parmi les victimes figuraient des militants accusés de ne pas être assez engagés ou de montrer des signes de doute quant à l'efficacité de l'action violente. Les exécutions étaient souvent menées de manière extrêmement cruelle, avec des coups violents à la tête à l'aide de marteaux et des strangulations au garrot, voire des pendaisons aux arbres. Les corps étaient ensuite enterrés sur place dans des tombes peu profondes. L'incident d'Asama Sanso est l'un des épisodes liés au radicalisme politique les plus dramatiques et emblématiques de l'histoire moderne du Japon. Ce siège, qui s'est déroulé en février 1972, a captivé l'attention du pays tout entier, devenant un véritable symbole de la violence marxiste qui marquait les années 70 au Japon. Cet événement a non seulement mis en lumière les activités violentes des groupes révolutionnaires de l'époque, mais il a également révélé les tensions internes et la radicalisation qui sévissaient au sein de ces mouvements. Au début de 1972, après les purges sanglantes dans les montagnes de Gunma, l'URA était en fuite recherchée par la police. Le groupe, déjà affaibli par les exécutions internes, était traqué de toutes parts. Le 19 février 1972, 5 membres de l'URA fuyant la police se sont réfugiés dans une auberge isolée, l'Asama Sanso, située dans la station de ski de Kuroizawa, dans la préfecture de Nagano. L'auberge appartenait à l'épouse du directeur de la chaîne d'hôtels de luxe Asama, ce qui lui avait donné son nom. Les militants désespérés avaient pris en otage Mutayasuko, la femme du propriétaire, pour se protéger contre l'assaut imminent des forces de l'ordre. Ce geste marqua le début d'un siège qui allait durer 10 jours et captiver l'attention de tout le pays. La police japonaise, déterminée à capturer les militants, a rapidement encerclé l'auberge. Le chef de l'opération, un commandant de police nommé Uchida Kiyosasu, a opté pour une approche prudente, cherchant à éviter toute violence qui pourrait mettre la vie de l'otage en danger. Cependant, les militants fanatisés étaient bien armés et prêts à résister jusqu'au bout. Pendant les jours qui ont suivi, la situation est restée tendue. Les militants ont échangé des tirs sporadiques avec la police tout en maintenant Mutayasuko en captivité. La police, de son côté, a utilisé des moyens divers pour essayer de faire sortir les militants, notamment des haut-parleurs pour tenter de les convaincre de se rendre, mais sans succès. Le siège a été intensément médiatisé avec des caméras de télévision diffusant en direct les événements à une nation captivée. Cette couverture médiatique a rendu l'incident encore plus dramatique, transformant les militants et la police en acteurs involontaires d'un véritable drame national. Le 28 février 1972, après 10 jours de siège, la police a décidé de lancer l'assaut final sur l'auberge. Les forces spéciales de la police ont utilisé des engins de construction pour détruire les murs du bâtiment, tentant de forcer les militants à se rendre. Ce moment, retransmis en direct à la télévision, est devenu l'une des images les plus iconiques de l'histoire moderne du Japon. L'assaut fut brutal, les militants retranchés dans l'auberge ont résisté avec acharnement, utilisant leurs armes pour repousser les forces de l'ordre. La police a répondu par un feu nourri et des grenades lacrymogènes ont été lancées pour tenter de neutraliser les assiégés. Pendant plusieurs heures, la violence a atteint son paroxysme sous les yeux de millions de téléspectateurs. Finalement, les 5 militants ont été capturés, mais l'opération a coûté la vie à 2 policiers et à un civil, un pauvre passant abattu par erreur. L'otage, Mutayasuko, a été libéré saine et sauve, mais profondément traumatisé par l'épreuve. L'incident de Asama Sanso a eu des répercussions profondes sur le Japon. D'un point de vue immédiat, il a marqué la fin de l'URA en tant qu'organisation active au Japon. La plupart des membres restants ont été arrêtés et le groupe s'est rapidement désintégré après l'incident.
Pour le public japonais, ce siège a révélé les dangers de la radicalisation politique rampante et a contribué à un rejet croissant des idéologies révolutionnaires violentes. La couverture médiatique intense a également joué un rôle dans la perception publique des mouvements radicaux qui commençaient à trouver un certain écho auprès des populations étudiantes et artistiques. Les images des forces de police attaquant l'auberge, mêlées à la narration dramatique des journalistes, appuyant parfois à l'excès le danger des idéologies de gauche, ont marqué durablement l'imaginaire collectif japonais. Cet événement a contribué à un renforcement des pouvoirs de la police, qui pouvait désormais perquisitionner et arrêter toute personne soupçonnée de radicalité politique, et à une réévaluation des politiques de sécurité intérieure au Japon. Si l'on a parlé des personnalités marquantes de la JRA, il faut maintenant s'intéresser à celles qui ont marqué l'URA, Mori Tsuneo et Nagata Hiroko. Mori Tsuneo est né le 16 août 1944 dans la préfecture de Gunma. Il grandit dans une époque de grands bouleversements pour le Japon, bien sûr marquée par la reconstruction post-Seconde Guerre mondiale et une trop rapide modernisation. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, Mori est attiré par les mouvements de gauche et les idéologies marxistes qui promettent un changement radical dans une société qu'il perçoit comme injuste et oppressive. Son père, professeur de français à l'université, lui fera lire Marx, Engels, Lénine, mais aussi Pierre-Sylvain Maréchal et Babeuf. Étudiant brillant, Mori rejoindra rapidement les mouvements étudiants radicaux qui émergeaient dans les années 60. Ces mouvements, influencés par les révolutions de l'époque, notamment cubaine et chinoise, prirent de l'ampleur au Japon, alimentés par la frustration liée à la guerre du Vietnam, les inégalités sociales et le fameux pacte de sécurité entre le Japon et les États-Unis. Mori s'impliqua profondément dans ces mouvements et gravit rapidement les échelons au sein de la Red Army Faction, une organisation révolutionnaire d'extrême gauche créée en 1969. Ce groupe prônait l'utilisation de la violence pour renverser le gouvernement japonais, exécuter l'empereur et sa famille et instaurer une révolution prolétarienne. La Red Army Faction se distingua vite par son radicalisme violent et ses actions spectaculaires, notamment des tentatives de détournement d'avions et des attaques contre des installations militaires américaines au Japon. En 1971, sous la pression des autorités japonaises, plusieurs factions radicales décidèrent de se regrouper pour former un mouvement plus puissant et unifié. C'est ainsi que naquit la URA, United Red Army, une fusion entre la Red Army Faction et la faction d'extrême gauche connue sous le nom de Keihin Anarchist Faction, ou faction de la gauche révolutionnaire selon les manuels. Mori devint l'un des leaders de ce nouveau groupe aux côtés de Nagata Hiroko, une militante tout aussi radicale dont nous parlerons après. Il sera à l'initiative du repli de son groupe dans les montagnes pour préparer la lutte armée et responsable des purges auxquelles il participera activement, tuant de ses propres mains plusieurs traîtres. Mori, qui n'était pas présent lors du siège d'Asama Sanso, continua de se cacher avec les membres restants du groupe pour échapper à la police. Cependant, le siège se terminera par la capture des militants retranchés et la pression policière s'intensifiera sur les dirigeants de l'URA, dont Mori. Les forces de l'ordre traquèrent les derniers membres du groupe avec une détermination sans faille et le 16 mars 1972, Mori Tsuneo sera arrêté par la police japonaise. Peu de temps après son arrestation, il sera incarcéré dans un centre de détention de Tokyo. Le 1er janvier 1973, Mori sera retrouvé pendu dans sa cellule. Officiellement, sa mort est considérée comme un suicide, mais les circonstances exactes restent floues et certains ont spéculé sur l'éventuelle implication des autorités dans sa mort. Quelle que soit la vérité, la fin de Mori marqua aussi la fin de la URA en tant qu'organisation active. Nagata Hiroko est né le 8 février 1945 à Chichibu dans la préfecture de Saitama.
Son enfance coïncide avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme les autres membres de ses factions, et l'occupation américaine du Japon, une période de bouillonnement socio-politiques et économiques pour le pays encore traumatisé et pour sa jeunesse. Son père, haut fonctionnaire d'État, et sa mère, femme au foyer et fille d'aristocrate, lui donnèrent une éducation très stricte et traditionnelle. Élève brillante, fille très sage et religieuse, Nagata montra dès son plus jeune âge une grande détermination dans tout ce qu'elle entreprenait et des capacités intellectuelles remarquables qui firent d'elle la première de sa classe du primaire au lycée, profondément marquée par son environnement familial, où l'importance de l'éducation et de la réussite académique était primordiale. Elle entrera à l'université des femmes de Tokyo où elle étudia la physique. C'est à cette époque qu'elle commença à s'intéresser au mouvement politique, un intérêt qui finira par dominer sa vie. Dans les années 60, le Japon était en proie à une période de turbulence sociale et politique profonde alimentée par des étudiants formés par l'URSS, entre autres. Les mouvements étudiants proliféraient, inspirés par le marxisme, le léninisme et d'autres idéologies révolutionnaires. Les jeunes, notamment les étudiants des grandes villes, protestaient contre la guerre du Vietnam, la présence américaine au Japon et les inégalités sociales grandissantes, inégalités dont les parents de Nagata, hauts fonctionnaires pro-américains et mamans de nobles lignées, étaient les représentants types. Hiroko se radicalisera progressivement au contact des mouvements d'extrême gauche. Elle rejoindra d'abord le mouvement étudiant Zenkyoto, dont faisait partie son petit ami, puis l'armée rouge japonaise, la JRA. Elle y rencontrera Moritz Neo, avec qui elle développera une relation idéologique, puis personnelle et amoureuse très forte. En 1971, Nagata deviendra l'une des leaders de l'Armée Rouge Unifiée, une organisation née de la fusion de plusieurs groupes révolutionnaires dont la JRA, mais ça, vous le savez déjà. Son idéologie deviendra alors de plus en plus rigide, marquée par un engagement total envers la révolution et une vision manichéenne du monde où la violence est non seulement justifiée, mais nécessaire pour purger la société des éléments réactionnaires. Dans ses manifestes, elle fera souvent référence à ses parents comme figure de ce qu'elle haïssait et combattait dans ce Japon qu'elle vomissait, espérant une grande purge par le feu et dans le sang. Elle ordonnera un simulacre de procès de la famille impériale qu'elle condamnera à mort, enfants compris, en promettant d'exécuter la sentence elle-même comme les bolcheviks l'avaient fait avec les Romanov. Sous la direction de Nagata, de plus en plus extrême dans ses positions, l'URA se distinguera par une escalade de la violence non-stop à la fois contre les autorités et contre ses propres membres. Sa radicalisation atteindra son paroxysme avec les purges internes où elle appliquera une discipline de fer et se chargera des tortures des membres revêches et même de certaines exécutions. Elle deviendra tristement célèbre pour son rôle dans le massacre du mont Asama en février 1972, l'incident des purges violentes dont je vous ai déjà parlé. L'assaut final aura lieu en février 1972 lorsque la police encercla les membres de l'URA retranchés dans un chalet au mont Asama. Après une bataille de 10 jours retransmise en direct à la télévision, les forces de l'ordre arrêtèrent les membres survivants, y compris Nagata. Son procès en 1973 attira aussi une attention médiatique considérable. Elle sera jugée pour meurtre, incitation à la violence, complot contre l'État et autres crimes liés à ses activités au sein de l'URA. Nagata ne montrera aucun remords pendant le procès, affirmant que ses actions étaient justifiées par la cause révolutionnaire. En 1982, elle sera condamnée à mort. Durant ces années d'incarcération, sa santé mentale et physique se détériorera progressivement. Nagata Hiroko est décédée en prison le 5 février 2011 des suites d'un cancer. Son parcours est resté comme un exemple extrême de la radicalisation politique où les idéaux révolutionnaires ont dégénéré en une violence destructrice, sûrement due à un contentieux envers ses parents qui, des proches de la famille en témoigneront lors du procès, ne la ménagèrent pas durant son enfance et sa jeunesse, exigeant d'elle des performances constantes et une rigueur intenable.
Parmi les nombreuses composantes de la JRA, on trouve bien sûr de grandes organisations comme la United Red Army et d'autres petits groupes plus confidentiels, mais aussi l'un des courants les plus étonnants que la gauche radicale nippone ait pu enfanter, le Hanichi Bokokuran, ou mouvement anti-japoniste dont le simple nom suffit à évoquer toute la complexité. Le mouvement anti-japoniste est une composante unique des courants de la nouvelle gauche japonaise qui s'est développée dans les années 60 et 70. Ce mouvement se distingue par sa critique radicale de la nation japonaise, de son histoire et de ses structures politiques et économiques. Un de ses porte-paroles les plus notables est Kurosawa Yoshimasa, un intellectuel de gauche qui a contribué à articuler les fondements théoriques de ce sous-mouvement marginal mais très instructif. Dans les années 50 et 60, le Japon sortait d'une période de reconstruction après les destructions fatales de la Seconde Guerre mondiale. Cette période fut également marquée par une forte influence des États-Unis dans le cadre de l'alliance bilatérale qui se matérialisa avec la signature du traité de sécurité nippo-américain en 1951 et son renouvellement en 1960. Ce traité, qui accordait des terres et des bases militaires américaines sur le sol japonais, cristallisa la colère des mouvements de gauche anti-impérialistes autant que des ultranationalistes. La nouvelle gauche japonaise naîtra en partie en réaction à l'inaction du Parti communiste japonais jugé trop modéré et institutionnalisé. Alors que le PCJ, donc le Parti communiste japonais, adhérait à une ligne pro-soviétique et privilégiait une approche réformiste, la nouvelle gauche prôna une rupture radicale avec les structures existantes et se divisa en plusieurs factions révolutionnaires, prêtes à utiliser des moyens violents, voire très violents, pour atteindre leurs objectifs. Le mouvement anti-japoniste émergea au sein de cette nouvelle gauche avec une position encore plus radicale. Il ne s'agissait plus seulement de s'opposer au système politique en place ou à l'impérialisme américain, mais de remettre en cause la légitimité même de la nation japonaise et de son histoire. Les militants anti-japonistes voyaient dans le nationalisme japonais et dans l'essence même de son peuple une source de fascisme latent, responsable non seulement des atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Chine et en Corée, mais aussi de la continuité des inégalités économiques et sociales dont le Japon d'après-guerre. Pour ces militants, le Japon impérialiste et post-impérial restait fondamentalement un État oppressif qui perpétuait une violence structurelle contre ses citoyens et ses voisins. Kurosawa Yoshimasa fut l'un des intellectuels clés de ce mouvement. Influencé par le marxisme et la pensée post-coloniale, Kurosawa rejeta toute idée de patriotisme japonais qu'il considérait comme un piège idéologique, servant à renforcer les structures de domination capitaliste et impérialiste. Kurosawa et ses compagnons de lutte affirmaient que le Japon, loin d'être une victime de la guerre, en raison bien sûr des bombardements atomiques, était en réalité l'agresseur universel et intemporel responsable de crimes massifs à travers l'Asie. Cette culpabilité ne s'arrêta pas en 1945 avec la défaite militaire. Selon les anti-japonistes, les élites politiques et économiques qui dominaient le pays depuis lors avaient continué à bénéficier des fruits de l'impérialisme et à opprimer tant les classes populaires japonaises que les autres peuples d'Asie, notamment en Corée et à Okinawa, où les bases militaires américaines restaient un symbole de domination coloniale. Le mouvement anti-japoniste, dans son essence, défend plusieurs thèses radicales que voici. Premièrement, rejet de l'État-nation japonais. La nation japonaise, selon les anti-japonistes, est une construction artificielle, fondée sur l'oppression, la guerre et le colonialisme. Le mouvement prône donc le démantèlement de l'État japonais sous sa forme actuelle pour la création d'une terre rendue aux Premières Nations et sans loi, si ce n'est les lois naturelles et originelles des conseils tribaux. Un mélange de lois tribales et d'anarchie.
Ce projet passe bien sûr par l'arrestation et l'exécution en place publique de la famille impériale et de tous les aristocrates japonais dits Yamato pour en détruire la lignée. Deuxièmement, la critique de l'impérialisme. L'anti-japonisme analyse le passé impérial du Japon non comme un accident de l'histoire, mais comme une logique profondément enracinée dans la modernité japonaise. Cela inclut une critique sévère des politiques économiques néocoloniales que le Japon aurait poursuivies après la guerre, notamment à travers son rôle dans les institutions financières internationales et ses relations économiques avec le reste de l'Asie. Troisièmement, la solidarité avec les peuples colonisés. Les anti-japonistes revendiquent une solidarité active avec les populations qui ont été colonisées par le Japon, notamment les Coréens, les Chinois et les habitants d'Okinawa et de Hokkaido. Pour eux, la libération du Japon passera obligatoirement par la reconnaissance et la réparation des crimes passés et présents, y compris la destruction des monuments nationaux glorifiant l'histoire impérialiste et de grands procès publics des entreprises japonaises considérées comme les financiers de ces génocides. Et enfin, quatrièmement, un anticapitalisme radical. L'État japonais est perçu comme intrinsèquement lié au capitalisme mondial, et la lutte contre le Japon devient une lutte contre l'ordre capitaliste global. Le mouvement prône un internationalisme radical qui dépasse les frontières nationales et la création d'une terre universelle sans frontières ni lois, ni banques. Certaines factions de la nouvelle gauche qui embrassèrent l'anti-japonisme s'engagèrent dans des actions militantes extrêmes. Les actions armées, telles que celles menées par des groupes comme l'armée rouge japonaise, la JRA, sont souvent justifiées par la nécessité de lutter contre l'État impérialiste et capitaliste. L'anti-japonisme, dans ce contexte, se traduisit par des attaques contre des symboles de l'État japonais et de l'impérialisme américain. Ces actions violentes, bien qu'elles aient parfois suscité l'attention des médias internationaux, ont aussi contribué à l'isolement de ces factions de la population japonaise, souvent plus préoccupée par la reconstruction économique et le bien-être matériel que par les luttes idéologiques de l'extrême gauche. La doctrine de Kurosawa, également membre du front armé anti-japonais d'Asie de l'Est, est assez complexe. Il conviendra, avant de parler des exactions commises par son groupe, de revenir dessus en détail. Dans sa théorie de l'antijaponisme, Kurosawa pose l'idée d'un Japon ancestral peuplé de tribus d'agriculteurs pacifistes, dont les Ryukyuan et les Ainu, attaqués, massacrés et asservis par une nation de cavaliers guerriers ultra-violents venus de Mongolie et des steppes, les Yamato, ancêtres de la famille impériale actuelle et des aristocrates japonais. Les habitants originels furent mis en esclavage et détruits, et ceux que l'on appelle aujourd'hui les Wurakumin sont les descendants de ces résistants et sont devenus des intouchables. Dans son manifeste, Kurosawa prône une solution finale, pour lutter contre tout cela, à savoir l'annihilation totale du Japon et le génocide total de ce qu'il qualifie de race japonaise, c'est-à-dire tous les habitants non issus des tribus originelles. C'est en cela que les théories de Kurosawa diffèrent souvent de celles plus marxistes de la JRA. Ces influences idéologiques transmises par des parents professeurs et issus de la vieille aristocratie japonaise, mais est-ce vraiment étonnant, lui viennent des écrits de Ota Ryu, un penseur et philosophe japonais trotskiste qui créera la Ligue communiste révolutionnaire japonaise, prendra fait et cause pour les Ainu, se reconvertira dans l'écologie politique, avant de devenir la tête pensante de l'ultranationalisme anti-occidental et violemment antisémite, bouclant comme ça le tour des idéologies radicales. Mais là où Ota et Umeochi Tsuneo faisaient remonter le péché originel de l'impérialisme japonais à l'ère Meiji, Kurosawa le voyait dans la fondation même de l'empire criminel et préconisait son extermination plutôt que sa conversion au marxisme. Dans cette position, les soi-disant japonais doivent être pleinement conscients qu'ils appartiennent à une race oppressive et criminelle et doivent se renier et faire pénitence pour ceux capables d'être sauvés.
Pour les autres, seule la mort peut être envisagée. Je le cite. « Le Japon est un pays inhumain et contre-révolutionnaire qui a commis les crimes les plus atroces de la planète qui ne peuvent être expiés. C'est une nation laide et honteuse qui doit mourir dans le sang. » Pour lui, ce n'est qu'en acceptant pleinement la théorie anti-japonaise de l'exil et en devenant un combattant dans la lutte contre l'infâme pays que l'on se libère du péché originel de sa propre race. Dans le manifeste du Parti communiste, Karl Marx écrivait que les travailleurs n'avaient pas de patrie et qu'ils devaient tous s'unir pour créer un nouvel homme et une nouvelle humanité communiste qui abolirait les nations. Umeuchi, Ota et Kurosawa, eux, s'en éloignent, je cite ce dernier, « Abandonnons Marx maintenant. Lorsque nous menons la lutte anti-japonaise, nous ne devons pas être liés par les concepts du communisme car nous considérons également le prolétariat japonais comme un ennemi. » Pour développer son idée, il se réfère aussi à Lénine à travers ses textes, dont l'impérialisme comme le stade le plus élevé du capitalisme, dans lequel il affirme que les États capitalistes hautement développés finissent par devenir des empires ayant toujours une tendance à l'agression étrangère. Par conséquent, l'agressivité du Japon était pour Ota un effet secondaire de la transition réussie de la société féodale en une société capitaliste et qu'il suffisait de renverser l'empire et d'établir une république populaire du Japon pour inverser le processus. Pour Kurosawa, le poison mortel du peuple japonais ne vient pas de l'empire mais de son essence même. Pour parvenir à une solution finale du peuple japonais et du problème japonais par là même, il propose donc d'éliminer complètement la lignée dite japonaise de la terre, les Yamato donc, et de faire en sorte que toute forme de renaissance d'un endroit portant le nom de Japon soit impossible. Pour ce faire, Kurosawa et ses amis, dont Daidoji Masashi, commettront une série d'attentats anti-japonais de 1971 à 1975. 8月30日、東京のビジネス街丸の内の昼下がり、三菱重工業本社前で爆発が起こった。 Le premier eut lieu le 12 décembre. Ce jour-là, 7 bombes explosèrent dans différentes parties du Japon visant plusieurs monuments symboliques. L'une des cibles les plus marquantes fut le temple Kohakannon situé à Atami, une ville côtière au sud-ouest de Tokyo connue pour ses sources thermales et ses temples. Ce sanctuaire avait été construit pendant la guerre sino-japonaise de 1937 à 1945 comme un symbole de la paix et de la réconciliation, mais pour les militants du front armé anti-japonais d'Asie de l'Est, il représentait l'hypocrisie du Japon impérial dans ses tentatives de justification de ses actions passées. Le Kohakannon est dédié à la déesse bouddhiste Kannon, souvent associée à la miséricorde et à la compassion. Il avait été érigé par le gouvernement japonais en 1940 pour promouvoir la cause panasiatique du Japon qui cherchait à justifier ses actions militaires en Chine et dans le Pacifique sous l'idéologie de la coprospérité asiatique. Cependant, cette idéologie avait servi de prétexte à l'expansionnisme militaire et à la colonisation, ce qui en faisait une cible pour les militants. Les membres du front étaient profondément convaincus que les monuments et institutions qui glorifiaient le passé impérialiste du Japon devaient être détruits pour éveiller la conscience nationale. Ils dénonçaient ce qu'ils percevaient comme un déni persistant du passé, notamment des atrocités commises en Corée, en Chine et en Asie du Sud-Est. Les attentats firent 2 blessés graves et 5 blessés légers, mais marquèrent l'opinion publique. Le 4 avril 1972, le temple Sojiji, l'un des 2 principaux temples de l'école Soto du bouddhisme zen au Japon, fut la cible d'un attentat à la bombe perpétré par le front armé anti-japonais d'Asie de l'Est. Là encore, le groupe radical cherchait à dénoncer l'impérialisme japonais et son passé militariste. Pour eux, le temple Sojiji, situé à Yokohama, était un symbole de l'institutionnalisme religieux et de l'hypocrisie historique, car il avait des liens avec l'élite politique et militaire japonaise. L'explosion, bien qu'elle n'ait pas fait de victimes, les moines étant à l'office et avaient quitté la salle où la bombe était cachée plutôt que prévu, visait à frapper un lieu sacré représentant l'ordre traditionnel.
Le 23 octobre 1972, le front armé anti-japonais d'Asie de l'Est frappa le parc Tokiwa situé à Ube, dans la préfecture de Yamaguchi, d'un double attentat à la bombe. Les bombes artisanales explosèrent près de 2 monuments commémoratifs du parc, notamment un dédié à des figures influentes liées à l'expansionnisme japonais. Pour les militants du front, ces monuments glorifiaient une histoire qu'ils considéraient comme oppressive, notamment à l'égard des pays asiatiques colonisés par le Japon. Bien que les attentats n'aient pas fait de victimes, ils permirent de provoquer une prise de conscience nationale concernant le déni des crimes de guerre du Japon, mais ça aurait pu se faire bien autrement. Ces actions visaient à ébranler l'ordre établi et à dénoncer ce qu'ils percevaient comme l'hypocrisie du gouvernement japonais face à son passé impérialiste. En mars 1974, le groupe tenta un coup d'éclat en planifiant la destruction du Rainbow Bridge entre Tokyo et Odaiba pour marquer leur haine envers les symboles de la technologie japonaise qu'ils jugeaient arrogante et impérialiste. D'autres bombes étaient prévues à la tour de Tokyo et à Shinjuku. Fort heureusement, la bombe de faible puissance n'affectera pas les structures du pont et elle ne fera que brûler de la peinture. Le manifeste envoyé par le front à la presse jettera à nouveau un coup de projecteur sur l'organisation déjà classée terroriste par la Sûreté nationale. L'action suivante, elle, malheureusement, n'échouera pas. Le 30 août 1974, le front armé mit à exécution son projet d'attentat à la bombe contre le siège de la société Mitsubishi Heavy Industries à Tokyo, l'un des conglomérats industriels les plus puissants du Japon, étroitement lié au secteur de la défense et à l'industrie militaire du pays. L'explosion qui se produisit aux abords de l'immeuble Mitsubishi situé dans le quartier d'Otemachi fit 8 morts et 376 blessés, dont plusieurs gravement qui restèrent handicapés à vie. La bombe, dissimulée dans une camionnette garée près du bâtiment, visait directement l'entreprise, considérée par les membres du front comme un symbole du militarisme et du capitalisme triomphant japonais, donc cible prioritaire. Mitsubishi avait joué un rôle clé dans la production d'armement pendant la Seconde Guerre mondiale et restait un acteur central dans les infrastructures militaires modernes du Japon. Aux yeux des militants du front, attaquer cette société revenait à s'en prendre aux racines du pouvoir impérialiste et capitaliste japonais. À cause d'une bombe beaucoup plus puissante fabriquée par des amis de Kurosawa, formés au Liban et en Palestine, l'attentat causa des destructions considérables, brisant les fenêtres des immeubles alentours et projetant des débris sur plusieurs centaines de mètres. L'onde de choc de l'explosion toucha un grand nombre de passants et d'employés se trouvant dans les environs, ce qui expliqua le lourd bilan humain. Cet attentat marqua un tournant dans les actions violentes du front armé anti-japonais d'Asie de l'Est et accentuera la répression policière contre les groupes d'extrême gauche au Japon qui, pour la plupart, passaient déjà à l'action. Le 14 octobre 1974, profitant de la stupéfaction causée par leur dernière action, le front repassa à l'action avec un attentat à la bombe contre le siège de la société Mitsui & Co à Tokyo, faisant 17 blessés dont 8 graves. La cible, Mitsui & Co, est l'une des plus grandes sociétés commerciales du Japon et avait été un acteur majeur de l'économie du pays pendant la période impérialiste, notamment en fournissant des ressources et des produits essentiels à l'effort de guerre du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle fut aussi au centre du commerce de l'opium entre la Chine, le Japon et le reste du monde, et avait dû rendre des comptes en 1945. En ciblant Mitsui, le front cherchait à dénoncer le rôle historique de la compagnie dans l'exploitation coloniale et dans les conflits militaires japonais, ainsi que son rôle toujours prégnant dans l'économie capitaliste mondiale. L'attentat du 14 octobre se produisit en pleine journée de travail lorsque les bureaux étaient pleins. Une bombe d'une puissance légèrement moindre que la précédente avait été placée près de l'entrée principale du siège de Mitsui, situé dans le quartier central de Marunouchi à Tokyo. L'explosion endommagea gravement les structures environnantes, brisant des fenêtres et projetant des éclats de verre et des débris sur des employés et des passants à proximité. Les 17 personnes blessées souffrirent principalement de coupures et de contusions dues aux éclats, mais 8 d'entre eux gardèrent des séquelles, surdité permanente, œil perdu et moelle épinière sectionnée pour le plus grave.
Bien que l'attaque ne fasse aucun mort, elle provoqua une onde de choc au sein de la population, renforçant la perception de la menace posée par les groupes radicaux d'extrême gauche. Le front armé anti-japonais revendiqua rapidement l'attentat, affirmant que cette action visait à frapper une entreprise responsable, selon eux, de l'exploitation des peuples asiatiques et des crimes de guerre du Japon. Cet attentat, survenant seulement quelques mois après l'attaque contre Mitsubishi, montra cette escalade dans la campagne de terreur menée par le front, visant à saper les fondements du capitalisme japonais et s'en prenant aux entreprises historiquement liées à l'expansion impérialiste. En réponse à cette nouvelle attaque, la police japonaise intensifia la répression contre les membres du front et d'autres groupes d'extrême gauche, renforçant la surveillance, les arrestations et les mesures de sécurité autour des grandes entreprises. Le 5 novembre 1974, ce fut un attentat à la bombe contre un centre de recherche appartenant au groupe Teijin, un important conglomérat japonais spécialisé dans les fibres textiles et la chimie, situé à Tokyo, que commit le groupe terroriste. Teijin, comme de nombreuses autres grandes entreprises japonaises, avait des liens historiques avec l'expansion industrielle et militaire du Japon pendant la première moitié du XXe siècle. Bien que l'entreprise fût à l'époque principalement axée sur l'innovation technologique, le front percevait ses activités dans les secteurs textiles et chimiques comme un prolongement de l'héritage impérialiste, alimentant une économie capitaliste qu'il cherchait à détruire. La bombe, du même type que celle de l'attaque précédente, placée à proximité des installations du centre, provoqua des dégâts matériels considérables, endommageant les équipements et perturbant les recherches en cours. Toutefois, l'attaque ne fit aucune victime, juste quelques blessés légers. Le front armé revendiqua très rapidement l'attentat, justifiant cette attaque comme une nouvelle étape dans leur campagne contre les grandes entreprises qu'ils accusaient encore de perpétuer l'impérialisme et l'exploitation économique du Japon et à travers l'Asie. Ils dénonçaient également l'implication de certaines de ces entreprises dans la collaboration avec des projets gouvernementaux qu'ils voyaient comme ayant des finalités militaires ou impérialistes. Le 10 décembre 1974, des membres du groupe ont posé des explosifs du même type que ceux utilisés auparavant dans les locaux de la Taisei Corporation, l'une des plus grandes entreprises de construction du Japon impliquée dans de nombreux projets à l'étranger, notamment en Asie du Sud-Est. Ces projets financés par des entreprises et des agences japonaises étaient perçus une fois de plus par le front comme des symboles de l'expansion économique japonaise et de l'exploitation des ressources des pays asiatiques voisins. Fort heureusement, l'attentat ne fit aucun mort, mais il causa d'importants dégâts matériels et blessa gravement une secrétaire stagiaire de 19 ans qui perdit un bras à cause des projections de l'explosion. Par cet acte terroriste, le groupe cherchait non seulement à dénoncer des injustices perçues à l'échelle régionale, mais aussi à perturber les relations économiques du Japon avec ses partenaires étrangers. Le 23 décembre 1974, le front armé anti-japonais d'Asie de l'Est a mené un attentat contre le siège de la Kajima Corporation, l'une des plus grandes entreprises de construction du Japon, à Tokyo même. La Kajima était une cible de choix pour le front en raison de ses vastes projets de construction tant au Japon qu'à l'étranger, particulièrement en Asie du Sud-Est dans d'anciennes colonies. Le groupe considérait que ces projets symbolisaient l'exploitation économique des pays asiatiques par le Japon qu'ils accusaient de poursuivre une forme de néocolonialisme sous couvert de développement économique. Le front voyait dans la présence économique japonaise en Asie une continuité des pratiques impérialistes du Japon d'avant-guerre, mais cette fois avec la complicité des USA. Lors de cette attaque terroriste, des explosifs puissants avaient été placés dans le bâtiment du siège de Kajima à Tokyo, causant d'importants dégâts matériels. Heureusement, l'attaque n'a pas fait de victimes humaines sérieuses, mais l'impact psychologique a été considérable tant au sein de l'entreprise que dans l'opinion publique japonaise. Cet attentat, survenant peu après celui contre la Taisei Corporation, a renforcé le sentiment d'instabilité et de peur concernant la montée des groupes révolutionnaires au Japon.
Là encore, le front cherchait à dénoncer ce qu'il percevait comme la complicité des grandes entreprises japonaises dans l'exploitation des pays asiatiques et à faire pression sur le gouvernement japonais pour qu'il mette fin à son expansion économique en dehors de ses frontières. Les attentats contre des entreprises comme Kajima étaient également une tentative de galvaniser le soutien pour leur cause révolutionnaire qui visait à renverser l'ordre capitaliste et impérialiste du Japon. Le 28 février 1975, le front armé a perpétré un triple attentat contre la Hazama Corporation, une importante entreprise de construction japonaise de Tokyo. Ce fut l'une des attaques les plus marquantes de la série d'attentats menés par ce groupe. L'attentat s'est déroulé simultanément sur 3 sites distincts appartenant à la Hazama, preuve du degré d'organisation et de coordination du front. Contrairement aux quelques attentats précédents, cette attaque fit des blessés, 5 personnes ont été touchées par les explosions, dont certaines grièvement. Ces blessés incluaient des employés de l'entreprise ainsi que des civils présents à proximité des lieux des explosions. Un préposé au courrier perdit ses jambes et une secrétaire eut la colonne brisée par le souffle, la paralysant à vie. Les dégâts matériels furent également considérables et une fois de plus, l'événement a profondément choqué l'opinion publique japonaise. La Hazama Corporation, comme d'autres grandes entreprises de construction visées par le front, jouait un rôle clé dans les projets de développement d'infrastructures à l'étranger, notamment en Asie du Sud-Est. Le front entendait encore dénoncer ces projets comme une nouvelle forme de colonialisme économique où le Japon, en partenariat avec des gouvernements locaux, exploitait les ressources et la main-d'œuvre des pays asiatiques pour ses propres bénéfices. En attaquant la Hazama Corporation, le groupe cherchait à frapper un symbole de ce qu'il percevait comme l'exploitation type des nations asiatiques par le Japon. Le triple attentat du 28 février 1975 marqua un tournant dans les activités du front. Alors que les précédentes attaques, comme celle contre la Taisei ou la Kajima, n'avaient pas fait de victimes, cette attaque a accru la violence et la portée de leurs actions. Elle a également accentué la pression sur les autorités japonaises qui ont intensifié leurs efforts pour démanteler ce groupe radical et neutraliser la menace qu'il représentait. Déjà, des brigades antiterroristes infiltraient des agents dans les rangs des groupes radicaux et une vaste opération de renseignement débuta. Le 19 avril 1975, ce fut un centre de recherche qui fut frappé par les bombes du front. Le centre de recherche visé était une institution dédiée à l'étude des relations économiques entre le Japon et la Corée du Sud, symbolisant la collaboration croissante entre ces deux nations dans les années 70. Le front armé, farouchement opposé à cette coopération, considérait que le Japon exerçait une domination économique sur la Corée dans la continuité de l'occupation coloniale japonaise de la péninsule coréenne de 1910 à 1945. Pour le groupe, les relations économiques entre les deux pays étaient perçues comme une manière de perpétuer l'exploitation coréenne par des moyens capitalistes et néocoloniaux avec la complicité des USA. L'attentat du 19 avril a causé d'importants dégâts matériels au centre de recherche sans qu'aucune victime humaine soit à déplorer. Cependant, l'attaque a ravivé les tensions entre les deux pays qui cherchaient à renforcer leurs liens économiques après des décennies de relations tendues. Pour le front, cette attaque visait à dénoncer non seulement le Japon mais également le gouvernement sud-coréen qui l'accusait de collaborer avec le Japon dans l'exploitation de l'Asie, en particulier dans le contexte de la guerre froide où les USA soutenaient les régimes conservateurs dans les deux pays. Cet attentat marquait un nouveau front dans la lutte du groupe qui élargissait ses cibles au-delà des entreprises japonaises pour inclure des institutions perçues comme des soutiens du néocolonialisme. En frappant un centre de recherche économique, le front armé anti-japonais d'Asie de l'Est montrait qu'il s'opposait non seulement aux grandes entreprises et à l'État japonais, mais aussi aux intellectuels et experts qu'il voyait comme complices dans la domination économique japonaise en Asie. Le 28 avril 1975, le front perpétrait un attentat contre une usine de la société Keisei située dans la grande banlieue de Tokyo. Cette attaque fit un blessé grave et plusieurs blessés légers parmi les ouvriers de l'usine.
L'usine de Keisei, une entreprise liée aux infrastructures de transport et aux industries lourdes, représentait un symbole de l'économie japonaise florissante des années 70 qui s'étendait au-delà des frontières nationales grâce à l'exportation de technologies et de capital. Pour le front armé, ces entreprises incarnaient la continuité d'une politique néocoloniale insupportable où le Japon utilisait son pouvoir industriel pour dominer économiquement les pays voisins, particulièrement bien sûr en Asie du Sud-Est. Le 28 avril, des explosifs puissants fabriqués par des membres amis du JRA fraîchement rentrés du Liban ont été placés dans l'usine, causant une forte explosion qui souffla les ouvriers qui y travaillaient à la chaîne. L'attentat a provoqué une onde de choc dans la région, au sens propre et au sens figuré, alors que les actions du front prenaient de plus en plus pour cible des infrastructures essentielles de l'économie japonaise. Les dégâts matériels à l'usine furent considérables et l'interruption des activités a révélé la vulnérabilité des grandes entreprises aux attaques terroristes, malgré les mesures de sécurité accrues prises par le gouvernement à l'époque. Cette attaque faisait partie d'une stratégie plus large du front armé anti-japonais qui cherchait à frapper des cibles symboliques et stratégiques pour fragiliser la confiance du public dans le modèle économique japonais et dénoncer ce qu'il considérait comme une collusion entre l'État et le grand capital. Le choix de l'usine Keisei illustrait également la volonté du groupe de perturber les industries liées aux infrastructures de transport, cruciales pour l'expansion économique du Japon et son réseau de commerce international. Preuve de leur mépris pour la classe ouvrière japonaise et donc de leur divergence avec les mouvements marxistes révolutionnaires, ce nouveau choix de viser des travailleurs de frapper outre le groupe industriel, le prolétariat natif visant donc le peuple dans son essence et non la classe. Le 4 mai 1975, le dernier attentat revendiqué par le groupe frappait à nouveau le groupe Keisei en ciblant les bureaux du groupe Hazama Corp à Edogawabashi. Fort heureusement, il n'y eut que des dégâts matériels et certains membres déjà dans le collimateur de la police furent arrêtés quelques minutes après l'explosion, dans un vaste coup de filet. 5 membres furent mis en examen pour actes terroristes, meurtres, assassinats et complots contre l'État, et 2 d'entre eux, dont Daidoji Masashi, le coordinateur, furent condamnés à mort, les autres écopant de peines de prison à vie. Daidoji ne sera jamais exécuté et mourra en détention en 2017. Kirishima Satoshi, théoricien et membre actif du groupe, réussira à prendre la fuite et passera sa vie en cavale. Il mourra d'un cancer le 29 janvier 2024 dans un hôpital de Tokyo. Confessant son identité avant de mourir, il était l'un des hommes les plus recherchés du Japon. Ces grands procès de 1975 marquèrent la fin du groupe et de ses alliés, mais aussi de cette idéologie anti-japoniste au profit d'un courant communiste plus légaliste qui commença à quitter la clandestinité pour s'engager dans la vie publique et se présenter à des élections. Aujourd'hui, le mouvement anti-japoniste a largement disparu de la scène politique japonaise, bien que ses idées persistent dans certains cercles intellectuels et artistiques, et dans la mémoire des luttes révolutionnaires des années 60 et 70. Les thèmes qu'il souleva, notamment la responsabilité historique du Japon, le nationalisme et l'impérialisme, continuent de résonner dans les débats sur la politique étrangère et la mémoire historique du Japon. L'antijaponisme, bien que presque inconnu à l'étranger, a laissé une empreinte durable en tant que critique radicale et impitoyable du Japon moderne, refusant toute concession à l'idée de fierté nationale ou de patriotisme. Dans un contexte où certains partis politiques de pouvoir du Japon contemporain tentent à glorifier certains aspects de son passé impérial, comme en témoigne la révision de certains manuels scolaires ou le controverse autour du sanctuaire de Yasukuni, la pensée de Kurosawa et du mouvement anti-japoniste reste une tentative de contrepoint malheureuse certes, mais qui posa les bases d'une réflexion dans les débats sur l'identité japonaise et son rôle dans le monde.
La Ligue communiste Kyosan-tsugi Shadome, aussi connue sous le nom de Bund, fut une organisation politique radicale qui vit le jour au Japon dans les années 1950. Elle se distingua par son engagement marxiste-léniniste et sa participation active aux mouvements sociaux et aux luttes ouvrières durant les décennies suivantes. Son histoire est étroitement liée à la montée de la gauche radicale au Japon et à l'opposition à l'impérialisme, notamment l'implication du Japon dans la guerre froide, son alignement bien entendu dans le bloc de l'Ouest et sa relation compliquée avec les États-Unis. Cette après-guerre au Japon fut marquée par une effervescence politique jamais vue depuis la fin du Bakumatsu à la fin du XIXe siècle. La défaite du Japon en 1945 et l'occupation américaine avaient laissé une société brisée et en perte de repères. Dans ce contexte, les idées marxistes et socialistes connurent une résurgence importante, notamment à cause des conditions de vie difficiles de la classe ouvrière. Le Parti communiste japonais joua un rôle central dans cette période. Cependant, des tensions internes autour de la ligne idéologique menèrent à des scissions. La Ligue communiste fut fondée en 1958 par un groupe de jeunes militants qui se détachèrent du Parti communiste japonais. Ils reprochaient à ce dernier de s'être trop modéré et d'avoir adopté une ligne de collaboration avec la gauche parlementaire et les institutions bourgeoises, notamment après l'introduction de la stratégie pacifique du PCJ, le Parti communiste japonais, en 1955. Ce groupe, influencé par le trotskisme, rejeta cette approche, estimant que la révolution au Japon devait être violente et guidée par une avant-garde révolutionnaire. Ils choisirent donc de fonder une organisation indépendante et se lancèrent dans des activités militantes plus radicales et des actions terroristes. Le surnom Bund, mot allemand signifiant ligue, que l'on donna dans la presse à ce groupuscule, fait référence à l'organisation Jewish Workers' Bund, une organisation socialiste juive d'Europe de l'Est. Cela montrait une volonté d'internationalisme et une inspiration des luttes communistes au-delà des frontières japonaises, ce qu'ils firent en étendant leurs activités au Moyen-Orient. L'idéologie de la Ligue communiste fut fortement marquée par le trotskisme. Elle se positionnait en opposition tant au stalinisme qu'à la social-démocratie. Le groupe croyait en la révolution prolétarienne mondiale et estimait que le Japon, en tant que pays impérialiste allié des USA, jouait un rôle central dans la perpétuation du capitalisme mondial. Ses membres prônaient la solidarité avec les mouvements de libération nationale, notamment en Asie et au Proche-Orient, et luttaient contre l'impérialisme américain, en particulier la présence militaire des États-Unis sur le sol japonais. La Ligue communiste participa activement aux manifestations contre le traité de sécurité nippo-américain, l'ANPO, qui permettait aux forces armées américaines de maintenir des bases militaires sur le territoire japonais. En 1960, les protestations contre le renouvellement de ce traité culminèrent en d'énormes manifestations à travers le pays, auxquelles le Bund joua un rôle moteur. Les membres de la Ligue participèrent également à des actions plus discrètes, souvent violentes, et s'engagèrent dans des affrontements avec la police ou des groupes de droite, soutenus par les familles Yakuza, fervents anticommunistes et soutien historique des groupuscules et groupes nationalistes. Dans les années 60, la Ligue communiste se radicalisa encore davantage. Elle se rapprocha des étudiants révolutionnaires, notamment à travers le Zangakuren, une fédération de syndicats étudiants marquée par une ligne d'ultra-gauche. Cette période vit également une fragmentation du mouvement. À force de tensions et de luttes internes, en 1966, la Ligue communiste se scinda en deux groupes majeurs, dont la faction rouge de la Ligue communiste, Sekigun-ha, qui deviendra plus tard tristement célèbre sous le nom de l'Armée rouge japonaise. Ce groupe adopta une stratégie de guérilla armée et participa à des actions terroristes à l'international, mais aussi nous retrouvons la faction reconstruction Saiken-ha qui tenta de réorganiser et de restructurer la Ligue tout en restant active dans les mouvements de gauche et le syndicalisme.
La Sekigun-ha gagna alors en notoriété à cause de son implication dans des actes de violence, y compris des détournements d'avions et des attaques terroristes, tandis que la Seiken-ha continua d'organiser des actions militantes sur le terrain, organisant les syndicats et les centres sociaux dans les quartiers. À partir des années 1970, les divisions internes, la forte répression policière et les changements dans le climat politique menèrent à un affaiblissement progressif de la Ligue communiste. L'engagement de certains groupes dans des actes de terrorisme international, en particulier ceux liés à l'armée rouge japonaise, aliénant une partie de l'opinion publique et contribuant à la perte d'influence de la gauche radicale. Cependant, la Ligue a laissé un héritage durable dans l'histoire politique du Japon d'après-guerre. Elle a contribué à façonner le mouvement étudiant et à radicaliser une partie de la jeunesse japonaise dans les années 60 et 70. De plus, ses idées et son militantisme ont influencé de nombreux mouvements contestataires, y compris ceux en faveur des droits des minorités et contre l'impérialisme. En résumé, la Ligue communiste du Japon a été un acteur clé dans les luttes politiques radicales d'après-guerre, jouant un rôle de premier plan dans les mobilisations contre l'impérialisme et pour la révolution prolétarienne, bien qu'elle ait progressivement disparu sous l'effet des scissions internes et de la répression étatique. La faction armée rouge Sekigun-ha fut un groupe radical issu des mouvements d'extrême gauche des années 60. Ce mouvement marxiste-léniniste s'inscrivit dans un contexte de bouleversements sociaux et politiques inspirés par les révoltes étudiantes du monde entier, les mouvements anti-impérialistes et les contestations contre l'occupation américaine du Japon. La Sekigun-ha, souvent confondue avec l'armée rouge japonaise, Nihon Sekigun, a suivi un chemin tortueux d'idéologie et de violence avant sa dissolution. Voici un aperçu de son histoire, de ses principaux membres et de son parcours. La faction armée rouge a été fondée en 1969 par des dissidents du Zenkagoren, la fédération des associations d'autogestion des étudiants japonais, qui était alors l'un des principaux mouvements étudiants du Japon. Ces étudiants radicaux s'opposaient à l'impérialisme américain, bien entendu, en particulier à l'alliance militaire entre le Japon et les États-Unis, symbolisée, comme vous le savez, par le traité de sécurité nippo-américain, encore et toujours au centre de la contestation dans ces années-là. Et il cherchait à propager une révolution mondiale d'inspiration marxiste-léniniste. La faction se sépara du Parti communiste japonais, considéré comme trop modéré et réformiste, et prôna une lutte armée pour instaurer le communisme par les armes. Le groupe fut profondément influencé par les mouvements révolutionnaires de l'époque, notamment la révolution culturelle chinoise, les révolutions à Cuba et au Vietnam, ainsi que les actions de groupes terroristes européens qu'ils admiraient, tels que la Fraction Armée Rouge, RAF en Allemagne de l'Ouest et les Brigades Rouges en Italie. Okudaira Takeshi fut l'un des cofondateurs de la faction. Il deviendra l'un des membres influents de l'armée rouge japonaise qui naîtra par la suite. Il est impliqué dans plusieurs actions violentes à l'international, notamment la célèbre prise d'otage de l'aéroport de Lod en 1972. Shigenobu Fusako, bien que sa notoriété soit davantage liée à l'armée rouge japonaise qu'à la faction armée rouge elle-même, Shigenobu a joué un rôle central dans la propagation des idées révolutionnaires et dans la liaison entre le Japon et les mouvements de libération au Moyen-Orient. Elle a cofondé la RJ après la dissolution de la Sekigun-ha et s'est installée au Liban pour y organiser des opérations internationales. Mori Itsuneo, une autre figure importante qui fut un leader de la Sekigun-ha et qui jouera plus tard un rôle crucial dans la scission de l'organisation qui mènera à la formation de la United Red Army, la Engo Sekigun. Après sa formation, la Sekigun-ha s'engagea vite dans des activités clandestines pour mener la lutte armée contre l'État japonais.
Ses membres participèrent à des braquages, des prises d'otages, des affrontements avec la police et des actes de sabotage. Le groupe était connu pour sa volonté d'organiser une révolution mondiale par le biais d'actes de guérilla partout et tout le temps. En 1970, une première tentative spectaculaire de soulèvement international eut lieu avec le détournement du vol 351 de la Japan Airlines, où 9 membres de la faction s'emparèrent d'un avion en direction de la Corée du Nord. Revenons un peu sur cet incident majeur dans l'histoire politique japonaise. Le détournement du vol 351 de la Japan Airlines, également connu sous le nom d'incident du vol Yodogo, s'est déroulé le 31 mars 1970 en plein cœur de la période de contestation et de radicalisme de la jeunesse étudiante qui acceptait de plus en plus l'idée de la violence politique comme moyen de rupture. Ce jour-là, le vol JAL 351, un Boeing 727 de la Japan Airlines, quitta Tokyo pour Fukuoka au sud du Japon. À bord se trouvaient 129 passagers et 7 membres d'équipage. Peu après le décollage, 9 jeunes membres de la faction Armée Rouge se levèrent armés de katanas et de bombes artisanales. Ils déclarèrent le détournement et revendiquèrent un plan audacieux. Ils exigèrent que l'avion prenne la direction de Pyongyang, en Corée du Nord, où ils espéraient être accueillis par le régime de Kim Il-sung, alors vu par les membres de la faction comme un modèle communiste rigoureux et pur. Les pirates de l'air, des étudiants japonais radicalisés, diront avoir été inspirés par les martyrs des attaques terroristes du monde entier, qu'ils voyaient comme une entité indivisible de combattants pour la liberté. Dans leur vision, rejoindre la Corée du Nord, bastion communiste radical isolé, leur offrirait un sanctuaire et un lieu de formation pour préparer une future révolution mondiale. Le vol 351 atterrit une première fois à Fukuoka où les négociations avec les autorités japonaises purent commencer. Les pirates menaçaient bien sûr de faire exploser l'avion si leurs demandes n'étaient pas respectées et d'exécuter des passagers. Dans une tentative de désamorcer la situation et après un énorme travail de négociation, les autorités japonaises leur permirent de reprendre les airs tout en convainquant les pirates de faire escale à l'aéroport de Gimpo en Corée du Sud en prétendant une nécessité de ravitaillement. À Gimpo, l'avion fut encerclé par des forces sud-coréennes armées et les négociations se poursuivirent dans un climat tendu. Les pirates, méfiants mais déterminés, insistèrent pour continuer vers Pyongyang. Finalement, après plusieurs heures d'échanges difficiles, ils obtinrent l'autorisation de voler vers la Corée du Nord. L'avion put enfin atteindre Pyongyang où les pirates furent accueillis en héros par les autorités nord-coréennes. Une fois les passagers libérés et rapatriés, les 9 membres de la faction Armée Rouge furent pris en charge par le régime nord-coréen qui leur offrit asile et soutien pour leurs idéaux révolutionnaires. On apprendra plus tard que cet enthousiasme sera de courte durée car le régime de Pyongyang se montrera vite suspicieux envers ces enfants d'un pays ennemi et des rumeurs d'internement et même d'exécution pour certains des 9 membres terroristes japonais commencèrent à circuler. Cet incident choqua le Japon et le monde entier, illustrant la gravité du climat d'instabilité politique et de révolte qui traversait alors la jeunesse japonaise. Les membres de la faction Armée Rouge espéraient inspirer d'autres jeunes à se révolter, mais leur geste restera controversé, même chez les plus radicaux. Certains virent dans cet acte de piraterie un acte de désespoir idéologique, d'autres le considérèrent comme un exemple de la radicalité désespérée et vaine typique de cette époque. Au fil des années, les autorités japonaises tentèrent de rapatrier les pirates de l'air, mais seuls quelques-uns rentrèrent au pays souvent pour y être jugés. 5 d'entre eux ne montrèrent plus jamais signe de vie, alimentant les rumeurs de l'époque, et nous parlerons du plus fameux d'entre eux à la fin de cette vidéo. En 1971, le Sekigun-ha se divisa, menant à la création de 2 factions distinctes, l'Armée Rouge japonaise, dirigée par Shigenobu Fusako, et la United Red Army, formée de membres restants du groupe originel et d'une autre faction radicale, l'armée révolutionnaire japonaise, mais ça je vous en ai déjà parlé en détail.
La faction Armée Rouge et la Ligue communiste furent deux mouvements très importants dans l'histoire des groupuscules terroristes japonais des années 60 et 70. Laboratoire de la radicalité politique, on sait aujourd'hui que les leaders des principaux courants extrémistes qui rougirent de sang l'actualité internationale des années qui suivirent y firent leurs armes et y apprirent à exercer leur discipline révolutionnaire. La plupart des membres de ces deux unités perdirent la vie lors des attaques terroristes ou furent arrêtés même des années plus tard. Seuls quelques-uns purent continuer à vivre leur rêve de révolution globale et de paradis marxiste avant, pour nombre d'entre eux, de se heurter à la réalité. En guise de conclusion, je voudrais dresser le portrait de l'un de ces héros de l'utopie idéaliste, rêveur, musicien, novateur, puis terroriste violent, Wakabayashi Moriaki. Wakabayashi Moriaki est né le 26 février 1947 à Kusatsu, dans la préfecture de Shiga, dans une famille de la haute société japonaise, d'un père haut fonctionnaire et d'une mère écrivain et poète. Il grandira avec ses deux sœurs dans un environnement protégé et aux nombreuses activités culturelles, notamment au contact d'intellectuels étrangers, dont quelques penseurs et professeurs français, et fera une scolarité brillante au lycée Zeze à Otsu, un établissement d'excellence. Il entrera à la faculté d'études économiques et sociales de Doshisha à Kyoto. En 1967, il cofondera le groupe de rock psychédélique les Ralisei Denude, vite connu pour son style très expérimental, mais aussi pour son idéologie anti-establishment, au cœur de la scène underground japonaise. Au fil des années, comme beaucoup de jeunes de sa génération, il se radicalisera face aux tensions politiques croissantes au Japon, en particulier contre la présence militaire américaine et les politiques économiques et sociales conservatrices du gouvernement japonais. Bassiste et principal auteur du groupe, il rejoindra la faction Armée Rouge et n'écrira quasiment plus que sur la révolution prolétaire mondiale, mais aussi, et c'est ce qui lui vaudra son renvoi du groupe, sur la lutte armée et la légitimité du terrorisme. Il se radicalisera très vite et son idéalisme romantique le fera rejoindre les groupes d'entraînement du mouvement en vue de commettre des actions d'éclat. Le 31 mars 1970, Wakabayashi et 8 autres militants de la faction Armée Rouge prirent d'assaut le vol 351 de la Japan Airlines qui décollait de Tokyo en direction de Fukuoka. Wakabayashi et ses compagnons reçurent l'asile politique en Corée du Nord où ils passèrent plusieurs décennies. Le régime leur fournira logement, éducation et soutien pour leur cause révolutionnaire, et tous et toutes se marièrent et fondèrent une famille avec des cadres du Parti communiste, enfin tous, peut-être pas. Toutefois, leur situation en Corée du Nord restera très ambivalente, bien qu'ils soient théoriquement libres de poursuivre leurs idéaux. Ils vivaient sous un régime autoritaire qui surveillait étroitement leurs activités et leurs communications, mais aussi les exhibait régulièrement comme des trophées, des fruits de la décadence occidentale adoptée par le Japon, l'ennemi héréditaire converti au bonheur socialiste. Pendant les années 70 et 80, les autorités japonaises et internationales cherchèrent à les rapatrier pour les juger, mais les pirates restaient introuvables, protégés par Pyongyang. Wakabayashi ainsi que plusieurs autres membres du groupe furent également accusés d'avoir été impliqués dans une série d'enlèvements orchestrés par la Corée du Nord dans le but d'enseigner la culture et la langue japonaise aux agents nord-coréens. Bien que Wakabayashi niât toute participation directe à ces enlèvements, des documents et témoignages lient les membres du groupe Yodogo à ces opérations clandestines. Au fil des ans, Wakabayashi Moriaki et d'autres membres de la faction Armée Rouge restés en Corée du Nord furent confrontés à l'isolement, à une vie de restriction et de surveillance permanente. En dépit des épreuves, Wakabayashi comme ses compagnons conservèrent en partie leurs convictions politiques, mais ils exprimèrent aussi des regrets sur les conséquences de leurs actions. En 2004, Wakabayashi publia ses mémoires dans un livre intitulé Yodogo Ryokoki, journal de voyage de l'incident Yodogo. Il revenait sur sa vie en Corée du Nord et sur son implication dans le détournement.
Dans cet ouvrage aussi, Wakabayashi décrivit la difficulté de vivre loin de son pays natal tout en tentant de poursuivre ses idéaux révolutionnaires sous un régime strictement contrôlé. Contrairement aux autres membres du groupe terroriste, Wakabayashi se maria avec une des membres de leur commando, Sakiko, en 1976, avec qui il eut 2 enfants qui reçurent une éducation politique stricte de la part du gouvernement de Pyongyang, en faisant aussi des cadres du parti. La dernière fois que l'on a eu de ces nouvelles, c'était en 2014, lors d'un communiqué en forme d'autocritique, toujours résident de Corée du Nord malgré lui, si l'on en croit l'interview qu'il avait donnée aux médias Kyodo News en mars 2010, dans laquelle il dit vouloir rentrer dans son pays et comparaître devant un tribunal pour répondre de ses crimes. Wakabayashi Moriaki fut l'un des rares adeptes des mouvements communistes révolutionnaires japonais de ces années-là à pouvoir vivre son rêve de paradis marxiste au quotidien. Les appels à l'aide qu'il lança lors de cette interview furent sûrement à l'origine de sa disparition des radars pendant 4 ans et son internement dans une unité de rééducation politique où il put écrire ce communiqué dicté par les cadres du parti. On ne sait s'il est toujours en vie ou s'il a été éliminé par ce régime qu'il aimait tant et voulait propager sur la terre entière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, fut longtemps le mien. Si mes contenus vous plaisent, pensez à mettre un pouce en l'air, à commenter, à vous abonner et à partager autour de vous. Ma chaîne étant démonétisée par YouTube, vous pouvez m'aider à continuer le travail et payer les logiciels de montage et les archives payantes en me soutenant sur Tipeee. Et merci à ceux qui le font déjà, en vous abonnant à la chaîne via le bouton rejoindre sous la vidéo, en envoyant un super thanks, le petit cœur sous la vidéo, ou en me soutenant via PayPal, le moyen le plus efficace car sans retenue de la part d'une plateforme. Retrouvez mes livres sur les sites de mes éditeurs Camion Noir et Serial Pleasures et n'hésitez pas à demander pour une dédicace. Allez jeter une oreille sur ma musique en allant faire un tour sur mon Bandcamp et regardez donc en description, il y a tous les liens utiles. Voilà, je vous laisse après cette parenthèse politique, je reviens à des affaires plus classiques et un certain éventreur et sa sinistre épopée m'attendent. Matane.突き上げる空に黒金の男の拳がある、燃え上がる女の拳がある。戦いはここから、戦いは今から。頑張ろう突き上げる空に輪をつなぐ仲間の拳がある、押し寄せる仲間の拳がある。戦いはここから、戦いは今から。頑張ろう突き上
げる空に国の内外の拳がある。勝ち時を呼ぶ拳は一つ。戦いはここから、戦いは今から。突き上げる空に黒金の男の拳がある。燃え上がる女の拳がある。戦いはここから、戦いは今から。